Bon, bonjour à tous. Je voudrais dire tout d'abord remercier les organisateurs de cette manifestation de m'avoir invité à parler devant vous et dire en même temps tout le plaisir que j'ai à me retrouver au Brésil et à Sao Paulo et aussi à l'Institut, donc à la fondation qui nous accueille. Et de dire en même temps combien je suis honoré donc de cette invitation. Alors, le propos que l'on m'a demandé de traiter avec vous se situe, si je puis dire, un peu en amont de l'exposé, de brillant exposé d'Anna Maria, et c'est quelle diplomatie contemporaine à l'ère du numérique. C'est-à-dire aujourd'hui, donc, est-ce que nous avons besoin d'une diplomatie? Quelle diplomatie? Et donc, si nous avons d'un commun accord choisi ce thème, c'est pour trois raisons. La première, c'est que il y a 40 ans, j'ai commencé à enseigner la diplomatie contemporaine, et je dis bien la diplomatie contemporaine, parce qu'à l'époque, il n'y avait de diplomatique qu'une diplomatique médiévale. Et ça n'existait pas, et même pendant longtemps, ça a paru quelque chose d'étrange, cet enseignement. En Europe, tout au moins, qu'à l'école des Chartes, on fasse un enseignement de diplomatie contemporaine, c'était quelque chose qui n'était pas compris des Allemands, de beaucoup de collègues. Et puis, il y a près de 20 ans, j'ai publié un manifeste pour une diplomatie contemporaine, parce qu'il me paraissait important qu'on prenne conscience que c'était quelque chose d'indispensable. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés aux documents numériques et nous devons nous poser la question, est-ce qu'il faut faire un deuxième manifeste pour une diplomatie contemporaine? Lequel? Et c'est un peu ces questions que je voudrais parcourir avec vous. Quel lien y a-t-il entre ces trois moments? Ce sont évidemment les jalons d'une même histoire, et donc c'est cette histoire que je voudrais parcourir. Alors, il faut que je m'excuse en commençant devant vous. C'est que et je l'avoue, cette histoire, pour une partie, c'est de l'égo-histoire. Alors c'est très à la mode aujourd'hui, c'est un peu prétentieux, on manque de modestie, mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu et que j'ai porté pendant tout ce temps-là. Et donc c'est aussi un témoignage scientifique que je voudrais faire devant vous. Donc je vais articuler mon propos en trois parties. D'une part, j'essaierai de voir comment on est passé de la discipline diplomatique classique à cette diplomatie contemporaine et comment elle s'est démarquée tout en s'enracinant dans le Moyen-Âge. Mais s'appelant diplomatique contemporaine. Je voudrais voir ensuite, aborder avec vous le phénomène de numérisation. À quoi avons-nous affaire véritablement avec aujourd'hui la numérisation? Qu'est-ce que cela signifie? Et en troisième lieu, bien voir justement qu'est-ce que une diplomatique du numérique pose comme problème, quels sont les dialogues avec la diplomatique classique. Donc, en bonne méthode, il faut commencer par une définition. Les définitions sont essentielles à cette discipline. Et après les propos de Mme Camargo, auxquels j'adhère, mais totalement, sans l'ombre d'une hésitation, et je trouve que vous avez fait une démonstration magistrale de la méthode, eh bien, il faut donc que je commence aussi à, moi aussi, donner une définition et répondre à une question, qu'est-ce que la diplomatique? Alors, d'une façon tout à fait classique, je dirais originelle, quand j'étais étudiant, j'ai appris que la diplomatique, c'était une discipline qui étudiait les documents d'archives en eux-mêmes, d'après leur forme, leur genèse et leur tradition. Alors la tradition, il faut expliquer parce que c'est la façon dont ils nous sont parvenus. Alors, le document lui-même, c'est-à-dire pas le contenu. Et nous avons vu des exemples où on peut être tenté de définir des objets par le contenu. Non. Le document lui-même, et nous allons voir comment, je dirais, à travers ce document, quelle est la fonction qu'il a remplie. Alors, donc, voyons quelles sont les origines de la diplomatique contemporaine. Donc, nous verrons les origines de la diplomatique, comment, finalement, j'ai été conduit à
essayer de voir comment on pouvait faire une diplomatie contemporaine et les caractères qui se sont dégagés et qui se sont de plus en plus démarqués de ceux que l'on trouvait dans la diplomatique médiévale. Pour tout le monde, la diplomatique est une discipline inventée, inventée par un moine bénédictin, Don Jean Mabillon, qui était moine bénédictin à Saint-Germain-des-Prés. Alors, tout le monde connaît Saint-Germain-des-Prés, mais on ne sait plus aujourd'hui. On sait qu'il y a des boîtes de nuit à Saint-Germain-des-Prés, mais on a oublié qu'il y avait une abbaye bénédictine très importante, avec des grands savants. Et il y a eu une controverse avec les jésuites très importante. Les bénédictins disaient que certains documents d'une autre grande abbaye bénédictine près de Paris, Saint-Denis, étaient des faux, documents de l'époque carolingienne. Et c'était les jésuites et les bénédictins disaient non. Voilà. Et alors, Mabillon, il y a eu cette controverse sur l'authenticité. Et c'est à cette occasion que Mabillon a étudié les documents et il a défini une méthode d'analyse des actes impériaux qu'il a en quelque sorte synthétisé dans son ouvrage, le De Re Diplomatica, qui est véritablement l'acte fondateur de la diplomatique en 1682. Cette méthode a été étendue par les érudits, les savants, successivement, aux actes officiels, puis à tous les documents administratifs du Moyen-Âge. Et ce faisant, on est passé d'une méthode qui simplement visait à déterminer si un document était authentique ou non, à finalement constater, à permettre de constater que les documents produits dans un contexte donné bien défini, on pourrait dire dans un contexte contraint, contexte administratif, eh bien, avaient un caractère d'authenticité. Et donc, par cette méthode aussi, on les érigeait, là c'est un peu un anachronisme pour l'époque, mais on les érigeait en documents scientifiques. Donc, voilà ce qui s'est passé au cours du temps, au 19e. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on ne s'est pas occupé, ou très peu occupé, des documents de l'époque moderne. À partir de la Renaissance, les documents étaient plus proches de nous, il y avait beaucoup moins de difficultés, et on ne s'en est pas occupé en France. Il y a eu Georges Tessier. Par exemple, en Espagne, il y a la grande archiviste Vicenta Cortés Alonso, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui s'est, elle, intéressée, par exemple, aux documents de l'époque moderne d'Amérique latine. Et moi, je me souviens, il y a, je ne sais pas, 20 ou 30 ans, on en a beaucoup discuté de ces questions-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Après donc la diplomatique, c'était une affaire de spécialistes du Moyen-Âge. Après la Seconde Guerre mondiale et surtout au cours des années 1960, nous avons été confrontés, tous les pays du monde, au phénomène de l'explosion documentaire. Ce n'était pas nouveau, ça faisait un siècle que progressivement on produisait de plus en plus de documents. Mais c'est allé en s'accélérant et à ce moment-là, on a véritablement été confrontés à ce problème qui était un résultat du développement de la société industrielle, avec la multiplication des copies, les documents redondants, et des documents inutiles aussi qui étaient produits par des procédures administratives de plus en plus longues et de plus en plus compliquées. Et donc, on risquait d'être submergé, et à ce moment-là, s'est posé le problème qui se posait très peu auparavant, qui était celui du tri et de la sélection. Et donc, le problème des archivistes n'était plus alors de vérifier l'authenticité d'un document, mais c'était d'abord celui de la sélection, celui du tri, pour ne pas être envahi. Mais donc l'authenticité était importante pour savoir quel document conserver. Mais ce n'était pas plus le seul critère. Et donc on est arrivé, mais donc cette diplomatique à ce moment-là permettait de fonder une sélection scientifique. En 1973, et c'est là où je commence l'égo-histoire, en 1973, j'ai été envoyé par l'UNESCO pour créer à l'université de Dakar un enseignement d'archivistique. Et donc pour tous les pays de l'Afrique francophone. Et les documents que ces jeunes gens qui venaient de tous les pays avaient à traiter étaient des documents, il y avait quelques épaves du XVIIIe ou du début du XIXe siècle au Sénégal, etc., mais dans les autres pays, eh bien, ils commençaient plutôt à la fin, vers le milieu et la fin du XIXe siècle. Et donc, j'ai fait un enseignement pour ces personnes-là. Et nous faisions des travaux pratiques aux Archives nationales du Sénégal, où le conservateur des archives nous donnait des dossiers qui venaient de la présidence de la République. Alors je faisais faire un exercice pour commencer en début d'année.
On donnait à chacun un dossier, puis je leur disais, vous regardez le dossier, vous voyez comment vous le classeriez, et puis vous me mettez dans une chemise tous les documents que vous pensez qu'on pourrait éliminer. Bon. Puis après, une fois que les étudiants étaient partis, je reprenais les dossiers un à un, et puis je regardais. Et j'avais constaté qu'il y avait... Ils ne connaissaient pas la diplomatique, ou plutôt des choses qui me paraissaient importantes, parce que j'avais une formation de diplomatiste, médiéviste, mais j'avais des réflexes, et donc il y avait des questions que je ne me posais pas. Pour des personnes qui n'avaient pas, je dirais, cette culture ancienne, il manquait finalement des connaissances de diplomatique, mais simplement diplomatique contemporaine adaptée. Alors on les voyait, ils éliminaient par exemple des autographes du président Senghor parce qu'il y avait une dactylographie qui était toute propre. Ils me disaient le document est plus propre, il est plus beau. Voilà, pour donner simplement un exemple. Et donc ils n'avaient pas le sens de l'original, mais qu'est-ce que peut être l'original? C'est pas simplement le fait qu'un document soit bien achevé et beau. Voilà, des choses comme ça. Mais, et donc il faut les sensibiliser à cela. Et c'est donc comme cela que j'ai commencé à faire un cours de diplomatique contemporaine, parce qu'on ne peut pas faire de bonne archivistique. C'était démontré une fois de plus, si on ne fait pas une bonne diplomatique, si on n'a pas une formation diplomatique, quelle que soit l'époque. En 1977, j'ai été élu à une nouvelle chaire qu'on venait créer à l'École des Chartes, chaire d'archivistique contemporaine. Et il est bien évident que j'ai développé cet enseignement de diplomatique. Et je me souviens, mon collègue, qui est un archiviste et un professeur très connu, qui était Robert-Henri Bautier, qui avait été mon maître, mais qui était mon collègue, il me dit, un jour, je rencontre, qu'est-ce que vous allez leur enseigner? Alors, je lui dis, la diplomatique contemporaine. Il m'a dit, il me dit, mais ça n'existe pas. Alors, je lui dis, mais j'ai cru que vous m'aviez élu pour que, justement, je l'enseigne, et pour que ça existe. Alors, il s'est mis à rire, il m'a dit, c'est bon, vous avez raison. Alors, que contenait cet enseignement? Quels étaient les objectifs? Je me suis inspiré, bien sûr, de la méthode, de la démarche que je connaissais de la diplomatique médiévale, étude de la forme, bien sûr, étude de la genèse plutôt que étude de la tradition. La tradition était très importante. Comment les documents nous étaient parvenus quand on parle du Moyen-Âge. Mais ce n'est plus le problème pour les documents contemporains. C'est moins comment ils nous sont venus que comment ils ont été créés. Donc la genèse avant la tradition. Plus que, là encore, l'objectif n'était plus fondamentalement la recherche de l'authenticité, mais la recherche de la qualité, de la sûreté, de l'originalité de l'information à conserver et de la fonction précise de chaque document. L'objectif était de fournir un outil intellectuel de critique des documents du XIXe et du XXe siècle, afin d'éclairer la démarche d'évaluation et de tri des archivistes, et afin aussi de ne pas détruire des preuves en pensant que ce sont des documents inutiles ou redondants, et savoir où se trouve la preuve. Problème donc désormais crucial, comme je l'ai dit, devant la masse. Mais aussi améliorer les descriptions archivistiques que l'on peut faire des archives, améliorer les index des inventaires. Alors, ceci m'a conduit à, en quelque sorte, pousser ou explorer des champs nouveaux. D'abord, apporter une attention au mode de production industrielle des supports. Puisqu'à partir de... Ils étaient très stables. Qu'est-ce que l'on a eu pendant 2000 ans? On a eu le papyrus, le parchemin, le papier et des tablettes sur bois. On a fonctionné comme ça. Et puis là, on avait des productions industrielles, et même si on avait toujours du papier, il était fabriqué de toutes sortes de matières. Il y avait des questions de conservation qui se posaient. On avait tous les nouveaux supports qui apparaissaient. Il fallait en prendre compte, connaître leurs particularités. Et donc développer une diplomatique matérielle. En deuxième lieu, il s'agissait d'esquisser une typologie des documents, c'est-à-dire d'en faire un inventaire des documents. Là, nous sommes en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Identifier les documents, les définir et essayer de les classer. D'abord les identifier, leur donner des noms, et un nom qui puisse convenir, les définir, mais si on prenait les dictionnaires, on voyait qu'il y avait toutes sortes de définitions, mais aucune n'était satisfaisante. Les définir diplomatiquement, c'est-à-dire, comme vous l'a montré la méthode, Mme Camargo, c'est-à-dire quelles fonctions ils assurent. On peut avoir un puits de pluie, là, et bon, ça c'est un objet qui a un nom, mais quelle était sa fonction? C'était justement l'hommage. Et
On définit le document, c'est ainsi qu'il faut le définir. Et puis ensuite essayer de les classer, c'est-à-dire de les replacer dans leur contexte, soit un contexte fonctionnel qui peut être le dossier, une unité d'action, l'action de données, ou, et ça c'est le domaine de la diplomatique générale, soit dans un contexte institutionnel, et ça c'est le domaine de ce qu'on appelle la diplomatique spéciale. Et ainsi j'ai d'abord fait un lexique, puis ensuite un dictionnaire, mais il y a très longtemps. Et je me suis arrêté parce que on avait à peu près inventorié à peu près, je crois, 1500 termes, je ne me souviens plus, et fait à peu près plus d'1 millier de définitions diplomatiques. Et on s'est dit, il faut s'arrêter parce que sinon, je savais que je pouvais encore faire un volume, non pas avec 1500 termes, mais avec 15 000 termes, voire 150 000 termes. Donc simplement, il fallait ancrer un certain nombre de choses. Il fallait aussi renouveler, c'était un autre axe, il fallait renouveler l'approche de la genèse et de la tradition des documents. Donc remettre les documents dans leur contexte de création, selon les fonctions, les processus administratifs, je l'ai indiqué, l'élaboration des décisions. Et là, on voyait toute une série de documents qui apparaissaient. Vous avez vu dans le cadre du discours, eh bien, il y avait le brouillon, le document dactylographié final, les documents imprimés, les documents de l'enregistrement, tout ça. Donc, voir quelle était cette genèse et en même temps cette transition. Et commencer à prendre en compte des normalisations. Parce que ce travail que nous faisions en tant que diplomatistes ou archivistes, l'administration elle-même, elle était confrontée aux mêmes problèmes. Et donc elle essayait de les résoudre à sa façon. Et par exemple, dans les années, au moment du début de la Ve République, on a créé un organisme qui s'appelle le CERFA, le Centre d'enregistrement et de révision, j'insiste sur le mot révision, des formulaires administratifs. On s'est dit, face à tout cela, il faut l'administration ne peut pas rester, sinon elle va étouffer. Ça va être le chaos. Et donc, il faut trouver une solution. Et ainsi, on s'est mis à étudier, l'administration, de son côté, s'est mise à étudier. Elle a fait de la diplomatique pratique sans le savoir. Elle s'est mise à étudier. On a vu que, par exemple, pour mettre quelqu'un en prison, c'est-à-dire, il est au tribunal, on le prend, on va le mettre dans une prison, on crée 70 documents. Alors on a fait des études, on a systématisé et on a réduit cela, je crois, à 17 documents. Donc, quand je parlais tout à l'heure de redondance, qu'il fallait qu'on identifie bien quels étaient les documents. Donc en fait, dans les 70 documents, il y avait 17 qui étaient importants. Et donc, vous voyez, on se rencontrait avec des personnes comme cela. Et on voyait de la normalisation, parce que j'y reviendrai, parce que par la suite, la normalisation prend une part grandissante qui commençait à apparaître. Déjà, il y avait des usages, des pratiques, des bureaux. Et donc, il fallait aussi faire l'histoire de tout cela parce que les choses changent, les noms évoluent, les documents évoluent, et il faut aussi en faire l'usage. Tous ces éléments étaient nécessaires pour discerner donc, les originaux, les documents importants, les documents inutiles, et pour éclairer la conservation. Et tout naturellement aussi, j'ai été conduit à m'intéresser aux documents d'archives, mais qui n'étaient pas sous la forme papier. C'est-à-dire les documents audiovisuels, photographies, enregistrements sonores, cinématographiques, etc. Aussi, un autre type de document, peu développé au Moyen-Âge, il y en a très peu, un peu à l'époque moderne, mais beaucoup à l'époque contemporaine, qui sont les documents scientifiques et techniques, produits dans le cadre de protocoles d'expérience ou selon des processus automatiques qui en tiennent lieu, mais qui finalement sont l'équivalent des règles que l'administration impose à ses fonctionnaires pour travailler et qui en faisaient finalement des documents contraints, donc relevant de la diplomatique, de l'étude diplomatique. Et tout cela m'a conduit donc à publier ce manifeste pour une diplomatie contemporaine comme une discipline méritant des recherches spécifiques et nécessaires à la formation intellectuelle et scientifique des archivistes. Mais il y avait aussi des objets, déjà des objets scientifiques, des échantillons identifiés comme entrant dans un processus, dans une action administrative ou scientifique. Et puis il y avait, j'en ai pas parlé, il y avait dans tous ces documents, il y avait des documents informatiques, et j'en parlais aussi.
je m'y intéressais aussi. Mais finalement, des documents lisibles par machine, il n'y avait pas que les documents informatiques. Et il y avait les documents sonores, il y avait le cinéma, etc. Donc il y avait une série de documents, et à cette époque-là, où l'informatique était déjà puissamment implantée, mais le cinéma aussi était puissamment implanté, finalement, l'informatique ne se distinguait pas d'une façon spécifique et particulière dans la démarche que nous pouvions avoir face aux documents. Alors les choses ont changé depuis, et c'est ça maintenant l'objet de notre deuxième partie. Et donc, que s'est-il passé depuis 20 ans? Donc, nous avons affaire au phénomène de l'informatisation générale de la société, c'est-à-dire la mise en place d'un nouveau système technique, qui est la conséquence de la production et qui a plutôt des conséquences énormes sur la production des documents. Oui. Merci, je vois que... Et en voir quelles sont les conséquences sociologiques et même anthropologiques. Donc, que s'est-il passé depuis 20 ans? Eh bien, il s'est passé un changement très important. Nous sommes entrés, alors vous allez tous sourire, oui, ça on le sait, dans la société de l'information, dans la société de la connaissance. J'enfonce des portes ouvertes. Mais derrière ces expressions, aujourd'hui bien banales, se cache un phénomène d'une toute autre ampleur, un phénomène majeur pour l'histoire de l'humanité. Quand je dis « nous venons de vivre », c'est-à-dire que nous venons de vivre ces dernières années, pas il y a 10 ans, pas il y a 20 ans, ces dernières années, le passage d'un système technique à un autre. Vous savez que les historiens des sciences et des techniques analysent les différentes sociétés, les différentes civilisations, par le fait qu'il y a des systèmes techniques qui se mettent en place et qui, en quelque sorte, structurent l'organisation sociale, le fonctionnement, etc. Et on peut analyser. Or, jusqu'à maintenant, nous vivions dans le système technique de la révolution industrielle, c'est-à-dire de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire un système qui repose sur les machines et sur la mécanisation des activités. Bon, et ça, nous y sommes adaptés. Nous avons vu les bouleversements que cela a apporté dans la société et dans le monde. Mais ce que nous... Donc, production de biens. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, eh bien, c'est le basculement de notre société dans la société, dans un univers numérique. Et ça, c'est quelque chose, nous le voyons bien, de massif, de total, et quand je dis basculement, d'irréversible aussi. Et nous en voyons les effets. Les effets, la mondialisation actuelle, dont on parle beaucoup, ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas ce phénomène technique reposant sur l'ordinateur qui a été mis en place et qui est véritablement, ce n'est plus donc la machine à vapeur ou à essence ou n'importe quoi, ou au charbon, mais c'est l'ordinateur qui maintenant rythme, structure le fonctionnement de nos sociétés. Et ça, c'est un phénomène qui est très important parce qu'il, petit à petit, l'ordinateur, on ne s'en est pas rendu compte parce qu'on disait oui, c'est très important, mais il y avait ici ou là. Alors, l'informatique colonisait petit à petit tous les domaines d'activité. Et puis, montait en puissance et bientôt mangeait tout. Et puis, à un moment, eh bien, est arrivé Internet, tout s'est mis en réseau. Et à ce moment-là, on a changé. Internet paru des années 90. Et donc, on avait un phénomène technique. Et ce phénomène technique est devenu véritablement un phénomène, je dirais, sociétal, à partir du moment où il a eu une reconnaissance juridique. Et cette reconnaissance juridique, je ne sais pas comment ça s'est passé dans les différents pays ou au Brésil, mais en Europe, l'Union européenne, en 2002, a décidé qu'on considérerait que les documents numériques auraient la même valeur que les documents papier. Et donc là, vous voyez le basculement. Le basculement technique devient aussi, et tous les pays d'Europe, dans les 2 ou 3 années qui ont suivi, ont adopté ce... Et donc désormais, nous avions sur quoi se fondait le fonctionnement de nos sociétés, et le fonctionnement à travers les documents. Il se fondait sur 2 choses. Il y avait le document papier, mais maintenant il y avait un nouveau document qui était le document numérique, qui continue à se développer à grande vitesse.
et qui donc allait structurer nos sociétés de plus en plus. Alors, donc là, c'était un phénomène majeur. Et ce phénomène majeur, on le voit parce que je parlais de la mondialisation. Mais regardez déjà les changements considérables qui s'opèrent. Aujourd'hui, c'est un phénomène de démocratisation. Aujourd'hui, n'importe qui, de n'importe où, peut avoir accès à toutes les connaissances. Regardez le basculement par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant, il fallait aller dans des bibliothèques, il fallait être dans des pays où il y avait des bibliothèques, il fallait penser à tous les pays en voie de développement, etc. Toutes les difficultés. Or, aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès, quand je dis tout le monde, mais la majorité de la population du monde peut avoir accès aux mêmes choses en même temps, qu'il soit savant ou qu'il ne le soit pas. Donc un phénomène de démocratisation, mais qui n'est pas un phénomène majeur. On voit bien que c'est massif, ça change tout. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de pays développés, de pays en voie de développement? Non, c'est fini. Il y a des pays qui se développent dans une nouvelle économie qui se met en place. Donc ça, on ne peut pas... et tout ceci dépend des ordinateurs, de l'échange des données, de l'échange des documents. Alors, les conséquences, donc nous venons de le voir, sont immenses. Et donc derrière tout cela, bien, qu'est-ce qui circule? Ce sont des documents numériques qui établissent ces liens. Qu'est-ce qu'on consulte? Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on échange? Ce sont des documents numériques. On voit aussi que ce système produit toute une série de documents qui n'existaient pas et des modes de relations humaines qui n'existaient pas. Facebook, Twitter, enfin bon, tout ça, ce n'est pas la peine d'en parler, on le sait tous. Mais on voit bien que ça change complètement les relations. Alors, donc maintenant, face à cela, nous sommes confrontés, nous archivistes et nous diplomatistes, à ce phénomène, ce passage. Alors, les plus jeunes n'ont pas vécu, mais nous qui sommes un peu plus anciens, je ne dis pas ça pour vous, Anna Maria, mais on a vécu petit à petit cette évolution. On est face à cela, et donc, quelle est la réponse que nous devons apporter? Et est-ce que la diplomatique a quelque chose à dire dans ce monde qui produit ces documents de façon massive? Alors, quelles sont les questions que poserait à la diplomatique cette production massive de documents numériques qu'il faut conserver, qu'il faut pouvoir exploiter? Quelles sont les réponses qu'elle pourrait apporter? Et est-ce que la diplomatique numérique puisque nous changeons de civilisation, est-ce que la diplomatique numérique va tuer la diplomatique classique? Je le dis en souriant, vous avez bien compris. Alors, quelles sont les questions que pose la diplomatique des documents numériques? Eh bien, il y a 3 contradictions, je dirais, dans le numérique, qui, pour le moment, sont largement irréductibles et qui sont d'une importance vitale pour l'avenir. Comment concilier le numérique, l'authenticité, plutôt comment se concilier avec le numérique, l'authenticité, la fiabilité des données? Comment assurer la pérennité, la conservation des archives numériques alors que les documents numériques sont dématérialisés? Comment donner accès à tous, et nous le voyons, nous avons accès à tous, et assurer la protection de la vie privée? Où on ne peut pas ouvrir et fermer les fenêtres à la fois. Bon. Or, nous savons que ces questions sont d'une importance considérable. En ce moment même, le monde est agité, et à juste titre, par l'affaire des prismes, là, je ne sais pas comment on dit au Brésil, mais l'espionnage de la NASA. Combien l'espionnage de la NASA sur tout ce qui se passe. Et nous savons, je dirais, les conséquences que cela a. Il y avait un journal français là, qui disait, que j'ai lu hier ou avant-hier, je le disais à Daniel, qui a révélé qu'il y avait un contrat très important
le Brésil avait passé pour un équipement très important un appel d'offres. Et puis il y avait une société française qui était, on avait dit, c'est la meilleure pour le prix, pour la réponse, etc. Tout était parfait. Et donc on pensait que l'accord allait être signé. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ça a capoté. Et ce sont les Américains qui ont emporté le contrat. Et on sait, parce qu'on sait maintenant, que parce qu'il y avait eu un espionnage, et par derrière, il y avait eu un certain nombre de choses, je ne sais pas quoi, j'en sais pas plus, qui avaient détruit les choses. Donc on voit que ça peut être attentatoire non seulement à la liberté des individus, mais même à la liberté des États, ce système-là, si ce n'est pas protégé, sécurisé. Donc on voit aussi que les enjeux sont considérables à l'échelle du monde et de la vie entre les nations. Alors, parlons un peu de ce document numérique, digital. Je sais qu'il faut dire digital parce que sinon, les traducteurs ont du mal. Du point de vue matériel, le document numérique a besoin d'une machine complexe pour donner accès à son contenu. À travers la technique informatique désormais universelle et banalisée, nous venons de le voir, toutes les machines utilisent en apparence le même codage. C'est ce qu'on nous apprend et on en reste là. Codage électronique binaire, on nous explique ça. C'est allumé où le courant passe ou le courant ne passe pas. C'est un 0 ou c'est un 1. Et avec ça, on peut représenter les documents les plus divers. Et si on peut les représenter, on peut mécaniquement, et comme en plus on utilise l'électricité, le courant électrique, eh bien, on peut les traiter très rapidement. Donc la formulation de la chose est simple, et puis on dit, bon, ben, il n'y a pas de problème. Mais quand même, elle souligne une question fondamentale. Car, réfléchissons bien, si d'une manière générale, un document peut se définir comme tout écrit ou enregistrement considéré comme une unité documentaire, un document numérique, lui, se réduit à de l'information. Il se réduit à de l'information qui doit être codée pour être traitée, conservée et communiquée. Et donc là, il y a un changement, je dirais, majeur, puisqu'on n'a plus cette association de l'information et du support qui faisait le temps immémorial le document. Mais maintenant, donc, nous avons une information et que le document numérique se réduit à de l'information et non pas à une information. Parce que le procédé numérique convertit le document et son support en données. Le support n'est pas absent. Simplement, lui aussi, il est transféré en information. Donc, il est transféré en données numériques. Et donc, il devient un objet immatériel. Les données ne sont plus liées à un support matériel concret. Cette immatérialité de l'objet, du document, ou plutôt du contenu, de l'information et de son support, présente les grands avantages que je viens d'évoquer. Liberté de circulation, d'accès, de traitement, etc. Et elle libère de la gestion du poids de l'encombrement des documents papier. Encore que, il ne faut pas se faire d'illusions, le poids et l'encombrement des documents numériques sous une autre forme est considérable. Tout ceci est converti en données et donc facilite les traitements. Et donc, on voit apparaître cette notion de données qui se substitue à l'information brute, puisque maintenant, les données, se peut être de l'information ou de l'information sur le support du document. Interprétée et traitée de la façon. Alors, allons plus loin. Tout ceci ne se réduit pas à un codage binaire. Il faut que, si on peut tout représenter par un codage binaire, ce qui est pas les avantages, il faut que chaque fois qu'on utilise le codage binaire, on dise à quoi il sert, à quoi il s'applique. Il faut en donner la clé. Et donc,
on a déjà cette difficulté. On a une autre difficulté, mais c'est la plus classique, plus connue, mais vous m'en voudriez si je ne l'évoquais pas. Eh bien, c'est que plus de machines, plus de documents. Plus d'ordinateurs, plus de documents. Un document papier, il est là. Et il reste. Et on trouve encore aujourd'hui des papyrus qui ont 2000 ans. Ou 3000. Dans des tombes en Égypte ou dans des pots de terre, que sais-je. Et là, eh bien, ce n'est plus le cas. Et nous savons aussi que ce document, eh bien, est-ce que l'on va pouvoir lui faire la même confiance que justement le document papier? Est-ce que finalement ce que j'ai dans une tablette numérique, est-ce que je peux faire la même confiance que si je tiens le document papier lui-même? Culturellement, on n'y est pas encore tout à fait préparé. Et on a raison, puisqu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc il faut bien quand même, face à toutes ces questions, parce que j'ai oublié de dire que ces documents électroniques donc, vieillissent très vite. Comme il faut des données sur les données, et des données, des logiciels, etc. Et que, donc, comme dans une chaîne, la chaîne vaut ce que vaut le plus faible de ses maillons. Or, tout ceci se périme très vite. Et donc, si vous avez un système, et si dans ce système de représentation d'un document, vous avez simplement un élément qui n'est plus adapté, eh bien, vous ne pouvez plus avoir accès. Donc, il faut faire évoluer. Et on sait très bien quelle est la durée d'âge de... Bon, en gros, on dit 10 ans. C'est-à-dire que tout le système doit être converti face à ce vieillissement. Et donc, il y a un travail de maintenance énorme qui ne se posait pas pour le papier. Alors, cette diplomatique, donc, je vais revenir sur la vulnérabilité des documents numériques. Donc, cette vulnérabilité au temps. Cette vulnérabilité du fait qu'elle est indépendante de tout support. Cette vulnérabilité au fait qu'elle dépend de toute une série de facteurs. J'ai une clé numérique, j'ai une clé USB. Il faut que j'ai un lecteur, un appareil qui la lise. Que cet appareil ait des logiciels qui le permettent. J'ai un ordinateur. Il faut que cet ordinateur puisse lire et comprendre. Il faut pour ça qu'il ait un système d'exploitation. Et il y a derrière un ou plusieurs logiciels d'exploitation, rapidement résumés. Or, nous savons que le développement un peu anarchique dans tous les domaines de l'informatique a fait qu'on a un foisonnement. D'abord parce qu'il y a eu des innovations dans tous les pays, et puis ensuite parce qu'il y a eu des applications dans tous les domaines. Il existe, paraît-il, plus de 1000 formats pour les documents numériques. 1000 formats. Je ne parle pas des différentes versions du même format, mais 1000 formats de base. Donc vous voyez, fragilité de conservation dans le temps, mais fragilité en raison de cette complexité extrême. Et donc, la pérennité de ces archives, eh bien, va dépendre, c'est le talon d'Achille des documents numériques, va dépendre d'un certain nombre de choses. Pas seulement j'ai dit, il faut assurer la maintenance, le remplacement, la substitution, la mise à jour de tous les logiciels mis en cause. Mais pour cela, il faut donc une organisation qui assure la conservation. Et donc c'est pour ça qu'on voit fleurir ces grands centres de calcul énormes, les clous dans lesquels nous déversons les uns et les autres nos données. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de gérer, et puis on les confie à ces personnes. Il faut une organisation, il faut des compétences poussées en technique, mais aussi, nous allons le voir, en archives et en diplomatique, pour gérer cette complexité dans la durée. Il faut des moyens financiers qui sont considérables, même si les avantages que nous avons vus sont considérables. Il faut, et ça j'y reviendrai plus longuement, il faut aussi des éléments normatifs. Parce que dans ces éléments normatifs, c'est là le point où la diplomatique
peut avoir son rôle le plus important. Il faut bien sûr des cadres législatifs et réglementaires qui permettent de donner aux documents numériques une valeur probante. Nous avons vu que cela avait été fait. Une valeur probante équivalente du papier, mais qui va fixer les conditions de cette garantie. Parce que ce n'est pas tout de dire le document aura la même valeur. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement le décrète que la population suit, si elle n'a pas confiance. Donc il y a dans ces réglementations de 2002, etc., en Europe, on donne le texte est très long et compliqué, mais on donne des caractéristiques très précises, des conditions qu'il faut avoir pour que ces documents puissent garantir l'intégrité et l'authenticité. Et donc, cela n'est pas nouveau finalement, parce que nous avons vu que dans la diplomatique contemporaine, que j'avais appelée contemporaine, problème de définition pour la distinguer de la diplomatique médiévale. D'ailleurs, en 1983, mes collègues médiévistes ont publié un manuel de diplomatique et ils l'ont appelé manuel de diplomatique médiévale. Et donc, ils reconnaissaient mon existence scientifique, si je puis dire. Et donc, toutes ces choses-là se sont développées. Je vous ai parlé du CERFA, le centre d'enregistrement créé au début de la Seconde, donc il y a longtemps, où déjà l'administration commençait à normaliser même la production de papier pour la maîtriser. Et donc nous sommes face à la fois à ce phénomène d'émiettement et puis la nécessité de regrouper, de rassembler, de normaliser. Et cette expérience, je dirais nous archivistes, nous l'avons avec les personnes qui faisaient de la diplomatique. Alors, comment nous pouvons y répondre? La première chose, c'est que le diplomatiste, comme l'archiviste, d'ailleurs, pour moi, les deux font un, ou devraient faire un, ont se positionner traditionnellement sur des documents préexistants. Et aujourd'hui, ils doivent apparaître en amont. Ils doivent être au moment de la création. Parce que si on peut prendre en cours de route, si je puis dire, un document sur un support traditionnel, il est très difficile de prendre en cours de route un document numérique. Il faut donc que l'on puisse, et c'est aujourd'hui la politique et que font, je dirais, de plus en plus les archivistes, et je vous dirais par exemple d'un accord en France qu'il y a eu avec le ministère des Finances et les archives nationales et les archives de France pour déterminer les choses. Et vous voyez, un ministère aussi important que le ministère des Finances, il a commencé à s'intéresser à des ingénieurs et puis il s'est rendu compte que les ingénieurs n'apportaient rien. Ils avaient des ingénieurs, mais il fallait autre chose. Et on s'est tourné vers les archivistes. Alors, donc, il faut cette fois-ci, vous voyez, c'est la genèse qui devient la chose la plus importante. Et pour cela, donc, que le processus numérique de création des documents numériques apparaisse au moment plutôt que le diplomatiste, l'archiviste apparaisse au moment où on crée le document numérique. Pour que, dès l'origine, on puisse mettre les données, les éléments essentiels qui vont permettre d'assurer la pérennité du document ensuite. Et donc ça, c'est une première chose. Et ces éléments qui vont permettre, au cours de la vie du document, eh bien, chaque fois de le récupérer et de le sauvegarder. À côté de cela, pour les documents authentiques, il va falloir des règles beaucoup plus précises de traçabilité et d'évolution. Mais ça aussi, on le connaît. On sait très bien que pour les documents pour les documents authentiques, il y a des règles, les documents des notaires, les documents officiels et ça. Et donc, je voudrais revenir sur les normes, parce que ça fait un moment que je dis, mais les normes, c'est le point d'accès, c'est le point d'entrée des documents. Donc, pourquoi ces normes doivent être importantes? C'est qu'à partir du moment où l'archiviste intervient au début de la création des documents, et si on veut éviter le foisonnement, il faut qu'au départ, il y ait des normes de la création qui permettent ensuite, 10 ans, 20 ans plus tard, d'assurer la pérennité au cours du temps, de traverser en quelque sorte toutes les évolutions pour que le document soit toujours récupéré et récupérable.
Et donc, on sait très bien ce que sont les normes. Les normes, il y a une organisation mondiale pour cela. Il y a des normes qui sont créées dans chaque pays, qui sont validées par le gouvernement et qui s'appliquent dans les domaines de production concernés par chaque norme. Et il y a une organisation normative à l'échelle internationale, l'ISO, que nous connaissons tous, et qui essaie à l'échelle internationale aussi d'introduire cette normalisation. Cette normalisation dans les produits manufacturés à l'origine. Bien évident que si on fait par exemple des prises électriques différentes dans chaque pays, on va avoir des problèmes. D'ailleurs, on en a toujours, si je le dis. Mais on essaie de normaliser et du coup maintenant on fait des prises pour pouvoir surmonter ce problème. Mais vous voyez que matériellement, on peut résoudre ces problèmes-là. Et ce n'est pas trop lourd. Mais si numériquement on ne peut pas le faire, je l'ai dit, pas de machine, pas de document. Pas de prise, j'ai toujours mon rasoir électrique. Mais, donc vous voyez, les choses sont liées. Et donc ce problème de la normalisation devient un enjeu essentiel. Donc ces normalisations ont commencé, je vous ai dit qu'elles avaient commencé avec le document papier, elles ont commencé à apparaître dans différents secteurs. D'autre part, il y a aussi des standards qui se sont imposés, certains producteurs. Bon, il y a les standards imposés, par exemple, par Microsoft. Il a imposé une sorte de standard qui est devenu une sorte de norme. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Donc, il y a des choses. Mais qui permettent, pourquoi il s'est imposé? Parce qu'il permettait à tout le monde de pouvoir communiquer. Et parce qu'on en avait besoin et qu'on ne pouvait pas rester enfermé dans des logiciels propriétaires. Et donc, c'est une chose dans le domaine des documents électroniques auquel on a été sensible. Il y a une trentaine d'années, des ingénieurs et des archivistes en France se sont préoccupés de ce problème et c'était ce qu'on appelait le projet Constance aux Archives nationales. C'était en 1983 et il a été mis en place pour l'archivage de données de recensement statistique de l'agriculture. C'est la première fois qu'on avait exploité des recensements statistiques d'agriculture et donc il fallait, plutôt qu'on avait des documents qu'on versait sous forme numérique. Et donc on a commencé à travailler, qu'est-ce qui était essentiel, qu'est-ce qu'il fallait avoir, qu'est-ce qu'il fallait retenir, qu'est-ce qui était contingent, accessoires que l'on pouvait remplacer. Et donc ça a été une première démarche très importante. Une deuxième a été, depuis une quinzaine d'années, cette préoccupation s'est élargie, non pas aux archives nationales qui avaient cette préoccupation concrète, mais à un groupe de travail pluridisciplinaire avec des personnes venant d'horizons différents. Il y avait des ingénieurs, il y avait des archivistes, et il y avait, quand je dis des ingénieurs archivistes de grandes entreprises, comme l'ESA pour les questions de satellites ou l'atome, etc. Et puis des archivistes. Et donc c'était au début de l'année 2000 et on a travaillé ensemble pour essayer de distinguer un certain nombre de choses essentielles. Et donc c'est ainsi que des normes ont été élaborées. Normes d'abord pour l'archivage en général, la plus connue, la norme OAIS, vous en avez peut-être entendu parler, donc je passe très rapidement. Mais surtout, sur quoi je voudrais venir, ce sont des normes relatives qui sont des normes, je dirais, de caractère diplomatique. Normes de représentation des données, par exemple, et surtout concernant les métadonnées. Et dans les métadonnées, vous avez des éléments qui sont des éléments traditionnels, qui sont relatifs au document lui-même, et puis comme un document traditionnel, les caractères externes que nous connaissons, etc. Et puis à côté de ça, nous avons les d'autres normes qui intéressent le support sous forme numérique, et puis les normes qui concernent le système lui-même et la façon donc pour que toutes ces métadonnées techniques, ces métadonnées plutôt techniques, garantissent la capacité à restituer l'information sous une forme utilisable et compréhensible. Donc, et là, on a eu énormément de normes qui sont développées. De même, dans le domaine de l'authenticité, où on a travaillé sur des normes concernant, par exemple, la cryptographie, les signatures électroniques, les protocoles de sécurisation
de communication sécurisée. Et nous voyons que c'est important aujourd'hui, la communication sécurisée. Voilà. Et donc, là encore, des normes ISO ont été entérinées à partir de standards élaborés aux États-Unis, dans les pays d'Europe, etc. Et aujourd'hui, où par exemple, en France, tous les notaires sont en train de passer à des minutes, des protocoles, des minutes numériques, qu'est-ce qui va se passer? On va voir des changements, mais qui sont caractéristiques de ce qui se passe. C'est qu'avant, chaque notaire conservait ses minutes papier. Puis maintenant, il va faire des protocoles, des minutes numériques, qui sont concentrés dans un immense serveur qui se trouve près d'Aix-en-Provence, dans le midi de la France, qui va concentrer toutes les minutes de tous les notaires de France pour les gérer, parce qu'un notaire ne peut pas les gérer et rendre compatibles. Or, un testament ou un mariage qui a été passé par un notaire à un endroit de la France, et puis après ça, un testament qui se trouve à un autre endroit, lorsqu'il y a par exemple la succession, il faut que le notaire ait accès à tout, qui va traiter la succession. Donc il faut chercher les documents. Et donc avant, on écrivait de notaire à notaire, ça prenait des mois pour avoir les réponses, savoir trouver les documents. Et donc aujourd'hui, on a à la fois cet homme serveur qui est là pour assurer l'authenticité des documents, pour assurer la pérennité des documents et pour assurer aussi la communication. Et donc vous voyez aussi que la conservation change. On est maintenant... ce ne sont pas les archives nationales qui vont conserver pour le moment, elles conservent les minutes, ou les archives départementales qui conservent les minutes des notaires en France, mais ça va être ce grand centre. Donc, il y a aussi des déplacements. Avec l'apparition d'un nouvel acteur, qui est ce qu'on appelle le tiers archiveur, c'est-à-dire l'organisme qui archive les archives numériques. Donc là, avec toutes sortes de problèmes. Donc, mais je passe, puisque j'ai abusé du temps, et je vois que madame, elle m'a mis 10 minutes, maintenant elle me met 5 minutes. Alors, donc nous voyons que finalement, il y a une grande continuité dans les préoccupations. Il y a la technique qui change. Mais derrière les préoccupations concernant le document, nos préoccupations diplomatiques, on les retrouve. Il faut les reformuler, il faut les compléter, il faut les enrichir, il faut les adapter, mais elles sont là. Et donc on se posait aussi la question, et c'est pour ça que je vais... la question, est-ce que finalement la diplomatique numérique va tuer la diplomatique classique? Non, évidemment. C'était une fausse question. C'était juste pour mettre un peu de suspense dans la question. Non, elle ne va pas tuer. D'abord parce que la diplomatique contemporaine n'a pas tué la diplomatique médiévale, qui a continué à se développer, à faire des découvertes et à faire des progrès considérables, grâce à l'informatique d'ailleurs, et au traitement des cartulaires, etc. Mais, et la diplomatique, maintenant, des documents contemporains, il y a 3500 kilomètres d'archives publiques en France. Et vous pensez que la diplomatique, et qu'on a tout fait, tout exploré, tout ce qu'elle peut nous apporter? Non, on a à peine commencé. On n'a pas fini d'exploiter tous les documents du Moyen-Âge. Et il y en a quoi? Il y en a 50 kilomètres, ce qui est déjà pas mal. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de risque de ce côté-là. Et puis, cette réflexion, nous voyons qu'elle a nourri la diplomatique numérique. Mais ceci dit, nous avons une obligation, et je pense que la diplomatique contemporaine a nourri l'évolution de la diplomatique médiévale. Et je pense que nous avons l'obligation, c'est déjà bien engagé, comme je vous l'ai indiqué, de développer une diplomatique numérique. Ce n'est pas notre affaire d'archiviste d'entrer dans le détail, et d'ailleurs vous avez vu, je ne vous en ai pas donné beaucoup, des choses techniques. C'est le problème des techniciens, à eux de s'adapter, c'est leur problème. Mais nous devons adapter notre diplomatique à cela. Et je pense que dans cette réflexion, dans cette adaptation, dans cet effort d'adaptation, nous allons développer des réflexions, des idées nouvelles, qui vont venir féconder l'archivistique, je dirais, traditionnelle. Et donc maintenant, nous devons gérer, mais je dirais c'est un bien, c'est une richesse, deux diplomatiques. La diplomatique numérique
la diplomatique, je dirais, analogique, hein, pour eux. Et donc, nous devons les gérer toutes les deux, les développer toutes les deux et les enrichir toutes les deux. Hein. Et c'est en quelque sorte, finalement, l'enjeu que nous avons. Mais dans cet enjeu, il y a une chose que nous devons normaliser. Hein. D'abord, parce que c'est nommer les choses et les définir d'une façon diplomatique. Et c'est là où je reviens au thème de ce colloque si important, à mon sens. Hein, parce que c'est le fondement. Si on ne nomme pas les choses, si on ne les définit pas dans ce qu'ils sont, dans leur nature réelle, hein, comment peut-on penser sainement, comment peut-on penser scientifiquement, comment pouvons-nous faire avancer la pensée et la réflexion? Nous ne le pouvons pas. Et donc c'est pour ça que je me réjouis d'avoir été invité parmi vous pour écouter tout ce qui va être dit sur ce thème dans les jours qui viennent. Merci.